J'avais 8 ans. C'était ma première expérience paranormale. Et elle me fait encore peur aujourd'hui. Ma meilleure amie avait une riche grand-mère dans les Aix, en Angleterre. Elle avait une maison victorienne à 3 étages dans laquelle je séjournais souvent. Une fois, j'y suis restée après l'école. Il était environ 17 heures et nous étions seuls à attendre que sa mère vienne nous chercher. Nous nous ennuyions dans la maison et nous avons décidé de jeter un coup d'œil dans les placards du 3e étage. Il y avait beaucoup d'agendas et de cahiers vides et nous les avons emmenés dans la cabane dans l'arbre qui se trouvait au bout du jardin. Nous avons joué avec en écrivant des bêtises à l'intérieur et en faisant semblant d'être des comptables, des commerçants. Le jardin était immense et la cabane était à 5 minutes de marche de l'entrée arrière. Alors que nous jouions dans celle-ci, nous avons entendu la voix de sa mère venant de la maison et disant « Les filles, c'est l'heure de partir, venez et laissez-moi entrer. » Nous ne l'attendions pas avant au moins 1 heure ou plus, ce qui nous a déconcertés toutes les deux. Nous avons traversé à contre-cœur le jardin et sommes entrés dans la maison. Et la voix n'arrêtait pas de dire « Les filles, laissez-moi entrer, c'est l'heure de rentrer à la maison. » Au même moment, il y a eu aussi un grand coup sur la porte d'entrée. Aussi, nous avons été prudentes et avons regardé par la fenêtre avant d'aller ouvrir la porte. Et bizarrement, nous avons remarqué que la voiture de sa mère n'était pas là et qu'il n'y avait personne qui frappait à la porte. En voyant ça, nous avons toutes les deux paniqué et avons couru nous cacher à l'étage. Les coups ont fini par cesser au bout de 5 minutes, mais nous sommes restés là-haut pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce que le frère de mon ami rentre et ouvre lui-même la porte d'entrée. Cette entité avait pris la voix de la mère de mon ami et nous demandait de la laisser entrer, ce que nous avons failli faire. J'avais probablement 18-19 ans à l'époque, et je vivais chez mes parents. Ils ont une maison modeste, construite en 1975 dans une petite ville de l'ouest de l'État de New York. C'est là que j'ai grandi. La chambre où je dormais était au 2e étage, avec toutes les autres chambres de la maison. Avant de m'endormir cette nuit-là, j'ai fait mon lit avec des draps fraîchement lavés et séchés dans la buanderie. Je suis un peu particulière. Alors je mets un point d'honneur à tout plier et à tout ranger joliment comme à l'hôtel. Je me souviens de cette soirée comme d'une soirée ordinaire, sûrement un soir de semaine, en hiver je crois. Je me suis couchée à une heure raisonnable, vers 23 heures peut-être. Je n'étais pas malade et je n'ai rien mangé d'inhabituel. En fait, je me sentais plutôt bien ce jour-là et j'avais envie d'une bonne nuit de repos. Il faisait très sombre dans la chambre et ma porte était fermée. Le lit où je dormais était contre le mur. Il y avait une fenêtre au-dessus de ma tête. Celle-ci était fermée car il faisait froid dehors. Il y avait une table de nuit à droite de mon lit avec une petite lampe et une horloge numérique dessus. Tard dans la nuit, alors que je dormais profondément, j'ai été réveillée en sursaut par la sensation de ma couette et de mes draps que l'on tirait de mon lit. Je dormais sur le côté gauche lorsque cela s'est produit. Ça a commencé par des petits tiraillements, saccadés, qui ont éloigné la couverture de mon corps. Malgré ça, je suis restée complètement immobile. Bizarrement, à ce moment-là, je ne me suis pas sentie particulièrement effrayée. Je me suis dit que j'étais peut-être en train d'imaginer tout cela dans ma tête, ou que c'était peut-être mon chien qui était resté coincé dans la chambre et que celui-ci essayait de me réveiller pour sortir. Mais je n'entendais aucun bruit de respiration, de gémissement ou de grognement. Après plusieurs secondes, les tiraillements sont devenus de plus en plus forts. Puis, ils se sont arrêtés complètement. J'étais assise là dans le noir, et je n'ai pas bougé pendant 10 à 15 secondes. Puis j'ai finalement trouvé le courage de me tourner rapidement vers ma droite et d'allumer la lampe. Et là, rien. La porte, la fenêtre étaient fermées. Pas de chien non plus. J'étais laissée à découvert, mes draps par terre.
J'ai vérifié sous mon lit s'il n'y avait rien d'anormal. Je suis même sortie de ma chambre. J'ai trouvé mes parents endormis avec leurs portes fermées. J'ai regardé l'horloge. Il était environ 00h30. Je suis restée assise dans mon lit pendant un long moment à me balancer d'avant en arrière. Je me suis demandé si j'aurais dû réveiller mes parents. J'ai pensé que mon père aurait levé les yeux au ciel et m'aurait dit de retourner dormir. Aujourd'hui, je ne vis plus chez mes parents, mais eux vivent toujours dans cette maison. Je ne peux toujours pas expliquer ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais c'était l'événement le plus étrange que j'ai vécu là-bas. Une nuit, j'ai accompagné un ami qui gardait des chiens au domicile d'une famille. À un moment donné, il est parti chercher un autre de nos amis et moi, je suis restée dans la maison avec les chiens. Au bout d'un moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée au rez-de-chaussée. Inquiet, j'ai donc envoyé un SMS à mon ami pour lui demander s'il avait oublié ses clés ou autre chose. Il m'a répondu qu'il n'était pas encore arrivé, mais qu'il était sur le chemin du retour et qu'il n'allait pas tarder. Aussi, les coups ont continué et sont devenus plus insistants et plus forts, jusqu'à ce qu'il y ait 3 grands coups sur la porte, puis un silence abrupt. Bientôt, je pouvais entendre quelqu'un qui essayait de tourner la serrure. Alors, effrayé, j'ai décidé à nouveau d'envoyer des SMS à mon ami, le suppliant de rentrer à la maison le plus vite possible. Et là, soudain, la porte s'est ouverte en grinçant. Je me suis figée sur mon siège. Je pensais que quelqu'un était entré par effraction. Je pouvais entendre des pas lourds marcher lentement à l'étage inférieur. Les chiens étaient très excités par tout ça. Ils ont tous les deux couru en bas pour vérifier. Puis ces derniers ont remonté immédiatement les escaliers et sauté sur le canapé avec moi. C'étaient des chiens énormes et ils tremblaient. Visiblement, ce qu'ils ont vu les a vraiment terrifiés. Dieu merci, mon ami est rentré juste après. J'étais persuadée que quelqu'un s'était introduit dans la maison avant qu'il n'arrive, mais apparemment la porte était fermée à clé quand il est arrivé. Et de plus, il a fait une recherche extrêmement minutieuse, et il n'y avait personne. À ce jour, c'est ma seule et unique expérience paranormale. C'était en 1979. J'avais 6 ans et je vivais dans un complexe d'appartements au nord de la Floride avec mes parents. Ce jour-là, je jouais dehors dans la grande cour gazonnée avec une petite fille. C'était une belle journée ensoleillée, mais pourtant, il n'y avait personne d'autre dans les environs. C'était comme si nous avions la cour entière pour nous. On courait partout en s'amusant. À un moment donné, j'ai commencé à courir vers l'espace ouvert entre 2 des bâtiments, et c'est là que je l'ai vu. Je me suis arrêtée brusquement et j'ai levé les yeux et suis restée bouche bée. Un vaisseau flottait lentement dans le ciel, pas une soucoupe volante ou un vaisseau métallique, mais plutôt un voilier, avec sa coque, ses grandes voiles, son mât, etc. Le genre de bateau que l'on voit dans une bouteille. Un instant plus tard, la petite fille était à mes côtés. Elle pouvait le voir, elle aussi. Complètement abasourdie, je me suis précipitée à l'intérieur pour aller chercher ma mère. Je m'en souviens encore clairement aujourd'hui. J'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré dehors en disant « Il y a un bateau dans le ciel, il y a un bateau dans le ciel ». Lorsque nous sommes arrivés dans l'espace entre les 2 bâtiments, malheureusement le vaisseau n'était plus là. Il ne restait que le ciel bleu et quelques nuages. « Où est-il allé ?» ai-je demandé à la petite fille. Elle a haussé les épaules et dit « Je ne sais pas ». Ma mère a souri et a suggéré que nous avions sûrement vu un cerf-volant ou autre chose.
Je sais que ce n'était pas un cerf-volant, ce n'était pas non plus un ballon. Les enfants ont tendance à avoir une vue remarquablement bonne. Une hallucination, c'est possible, mais je n'ai jamais rien vu de tel, ni avant, ni après. Et même à 6 ans, j'ai réalisé que c'était suffisamment impressionnant pour aller en parler à un adulte. Cette observation est restée gravée dans ma mémoire toutes ces années. Parfois, je cherche sur Internet des récits similaires, mais je n'ai pratiquement rien trouvé, rien qui soit contemporain. Une fois, vers 1999, je suis retournée dans la maison de mon enfance, déterminée à me tenir à cet endroit à nouveau. J'ai garé ma voiture et me suis rendue dans la cour. Je me suis mise à peu près là où je me tenais quand j'étais enfant, et j'ai regardé le ciel entre les 2 bâtiments. Il n'y avait rien. Me sentant un peu stupide, je suis retournée rapidement à ma voiture et ne suis jamais revenue. Alors qu'ai-je vu dans le ciel ce jour-là? Étaient-ce mes jeunes yeux qui me jouaient des tours? Par la suite, j'ai contacté quelques experts en ovnis pour leur parler de mon histoire. Ils n'ont jamais pu m'aider à résoudre ce mystère. Ça fait longtemps que je veux partager cette expérience. Il y a quelques années, je sortais avec une fille et tout allait bien, mais au bout d'un moment, elle a déménagé dans le Nebraska avec son enfant. Alors nous avons cessé de nous parler pendant un certain temps, puis nous avons recommencé. J'habite à quelques kilomètres d'elle, alors je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas de faire la route si je pouvais la voir pendant quelques jours. Donc nous avons planifié et décidé d'une date pour se revoir. Après quelques bonnes heures de route, je suis finalement arrivé dans sa ville, à Scottsbluff. Nous nous sommes rencontrés dans une station-service du coin. Nous nous sommes enlacés et nous avons convenu que je la suivrais puisque sa maison était un peu à la périphérie de la ville. Avant d'aller plus loin, je dois préciser que nous n'avions jamais parlé de sa situation, de son lieu de résidence ou de quoi que ce soit d'autre. Je savais juste qu'elle vivait seule avec son fils de 5 ans. Alors que je la suivais en voiture, j'ai remarqué que nous quittions la petite ville et entrions dans des champs de maïs avec de petites routes pavées. Après quelques minutes sur ces routes, nous avons pris un virage et étions maintenant sur un chemin de terre. Nous avons passé quelques maisons de campagne et finalement, plus loin, j'ai vu un bâtiment carré qui se trouvait au milieu de nulle part, tout seul. Honnêtement, j'ai failli me dire en plaisantant « Je suis sûre qu'elle vit là », et j'avais raison. J'étais un peu gênée qu'elle vive dans un endroit aussi vide, caché et délabré, mais en tant que mère célibataire, je suis sûre que les choses n'étaient pas faciles pour elle. En regardant la maison depuis l'endroit où j'avais garé ma voiture, j'ai remarqué qu'elle utilisait la porte latérale comme porte principale et que la porte d'entrée était en grande partie ignorée. En entrant par la porte latérale, je me suis retrouvée dans un petit escalier. Je pouvais prendre les escaliers à ma droite et aller au sous-sol, ou les prendre à gauche et monter environ 5 marches ou arriver à l'étage principal. Après avoir monté le petit escalier, j'ai vu sa chambre tout droit devant, avec la porte grande ouverte, et à ma gauche se trouvait la cuisine. Elle m'a fait visiter la petite maison, et juste après être entrée dans le salon, j'ai cru entendre un bébé ricaner ou grogner. Elle avait mis de la musique, alors je me suis dit que ce n'était rien. Son enfant n'était pas à la maison, et elle n'avait pas mentionné le bruit, alors ça devait être mon imagination. En continuant vers sa chambre, j'ai déposé mon sac de sport au pied de son lit, et je me suis assis à côté d'elle pendant qu'elle se changeait et qu'on parlait un peu puisqu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. Après avoir conversé un certain temps, j'ai commencé à retirer mes chaussures pour les mettre en place, mais lorsque j'ai levé les yeux, comme la porte de la chambre était ouverte et donnait vers la cuisine, j'ai vu une silhouette noire et sombre derrière le comptoir. Je sais ce que je dis, et j'étais presque abasourdie par ce que je voyais.
Alors je me suis retournée vers mon amie pour savoir si elle l'avait vue. Mais elle était occupée à se rhabiller. C'est alors que j'ai entendu une voix venant de l'extérieur de la fenêtre, et comme les fenêtres étaient bien au-dessus du niveau du sol, je me suis penchée pour m'assurer que quelqu'un n'était pas accroupi à l'extérieur et en train de se foutre de moi. Mais il n'y avait rien. Juste après ça, je me suis retournée vers la cuisine, et là, j'ai revu la forme. Mais cette fois, je l'ai surprise en pleine course, alors qu'elle passait devant la porte. Ce qui a attiré mon attention, c'est que ce n'était pas seulement une ombre noire qui se déplaçait. Non, j'ai vu ses bras bouger. Effrayée, j'ai dit à mon amie que je venais de voir une ombre, mais elle est restée silencieuse. Je lui ai ensuite raconté que lorsque nous étions entrés dans le salon, j'avais entendu un bruit de bébé, puis des bruits par la fenêtre. Et bien sûr, je m'attendais à ce qu'elle m'assure que j'entendais des choses qui n'étaient pas réelles, que j'avais des hallucinations ou que j'étais fou. Mais elle est d'abord restée étrangement silencieuse. Puis, brusquement, elle a souri et m'a dit « Oui, c'est vrai, il y a des fantômes ici. L'ancien propriétaire a tué sa femme dans une vieille grange qui se trouvait dans le coin. » J'ai des frissons rien qu'en écrivant ça. J'étais tellement surpris qu'elle ait souri et qu'elle n'ait pas pris la peine de le mentionner à l'avance. Je suis resté silencieux pendant 2 bonnes minutes, alors qu'elle me racontait l'histoire de l'ancien propriétaire. Elle m'a ensuite raconté que son fils lui disait toujours qu'il voyait un chat étrange au sous-sol, et que ce chat portait des bottes, comme le chat bouté, ce qui n'a pas arrangé les choses pour moi. J'y pense encore. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien voir? La seule chose qui me vienne à l'esprit, c'est ce chat effrayant qui sourit dans Alice au pays des merveilles. Peut-être qu'il se trompait de personnage. Je ne sais pas. Bref. Après tout ça, je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de rester là, et que je voulais partir dès que possible. Elle a vu à quel point j'étais effrayée. Alors elle n'a pas discuté, et elle m'a dit que c'était très bien, et que nous pouvions aller chercher un hôtel. Alors que je m'apprêtais à sortir de la maison, je me suis souvenu de mon sac de sport. Je suis retournée le chercher parce que j'avais l'impression bizarre que si je le laissais, toutes mes affaires seraient jetées par terre. Une fois à l'hôtel, j'ai pris une douche et j'ai eu cette sensation que l'on doit ressentir lorsqu'on a une expérience de mort imminente. J'ai senti que je pouvais à nouveau respirer normalement et que j'étais en sécurité. Alors que nous étions allongés dans le lit, nous avons parlé de cet incident, et elle a mentionné que le vieux couple qui vivait là avant elle avait parfois parlé de choses qu'ils voyaient. Elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens de vivre ailleurs, et qu'elle pensait que si elle prenait tous ces événements à la rigolade et qu'elle minimisait les choses, ce serait plus facile pour elle. Je suis restée dans cette ville pendant 1 semaine, et je ne suis jamais retournée dans sa maison, même lorsque je l'ai emmenée chercher des vêtements de rechange. J'ai fini par m'en aller, et quelques jours après mon retour chez moi, elle m'a appelé de nulle part et m'a dit qu'elle avait été réveillée par la voix de 2 hommes dans sa chambre. Elle pleurait en disant qu'elle avait finalement eu peur pour elle et son fils. Je lui ai dit de ne plus se prendre la tête et de partir dès qu'elle le pourrait, ce qu'elle a fait. J'ai essayé de faire des recherches sur la ville et de voir si je pouvais trouver quelque chose sur le propriétaire qui a tué sa femme, mais je n'ai rien trouvé. J'ai raconté cette histoire à quelques amis, et chaque fois que je le fais, j'ai des frissons dans le dos, car je me souviens de tout. À l'époque où cette histoire s'est passée, j'étais une lycéenne de 16 ans. J'avais trouvé un emploi avec un couple qui avait besoin d'une babysitter pour la soirée. C'est une autre famille pour laquelle j'avais l'habitude de faire du babysitting qui m'a recommandé à eux. Il faut savoir que c'était à l'époque des premiers portables et que j'avais donc un téléphone à clapet minable avec un certain nombre de minutes. Il y avait 3 enfants. Le plus âgé était un garçon d'environ 8 ans, un autre d'environ 6 ans et une petite fille qui portait encore des couches et ne pouvait pas parler. Je suis arrivée là-bas alors qu'il faisait encore jour pour rencontrer les enfants pendant que les parents étaient encore là. Ils m'ont montré où se trouvaient tous les encas et m'ont donné les règles de base pour la nuit.
Les enfants sont au lit à 19h30, les dents sont brossées, enfin, vous connaissez la marche à suivre. Une fois qu'ils sont partis, nous avons commencé à dîner. À ma grande surprise, dès que ses parents ont franchi la porte, l'enfant de 6 ans, que nous appellerons Teddy, est devenu une terreur. Il n'arrêtait pas de lancer sa fourchette sur ses frères et sœurs, et de pincer sa sœur avec ses ongles sous la table. Aussi, il n'arrêtait pas de me donner des coups de pied dans le tibia et de jeter sa nourriture dans toute la pièce. Leur maison était vieille mais rénovée, et leurs jouets se trouvaient dans la salle de jeu du sous-sol. Après le dîner, nous sommes donc tous allés jouer au sous-sol. Mais dès que j'ai descendu les escaliers, je me suis senti mal. Ne vous méprenez pas, c'était un beau sous-sol aménagé avec un canapé, un écran plat et des jouets, mais il y avait quelque chose de glauque là-dedans. Ensuite, la petite fille n'a cessé de pointer du doigt un mur vide, sans photo ni rien dessus, et n'a cessé de crier à plein poumon et de pleurer. Son comportement m'a vraiment troublée. À ce moment-là, j'ai eu un très mauvais pressentiment. J'ai donc proposé qu'on remonte tous à l'étage pour regarder la télévision jusqu'à l'heure du coucher. Les enfants semblaient adorer cette idée. On retourne donc tous à l'étage. J'allume la télé pour eux et je redescends pour prendre le chien en peluche préféré de la petite fille et faire un peu de ménage. Lorsque je me retourne pour remonter, je vois Teddy, le garçon de 6 ans, qui sourit d'un air bizarre en haut de l'escalier. Il a les mains sur l'interrupteur. Je n'ai ni téléphone, ni lumière. Si ce petit con m'enferme ici, me dis-je. L'interrupteur se trouve en haut des marches, à l'extérieur de la cage d'escalier. Donc s'il fermait la porte, j'étais foutu. Il éteint la lumière, ricane, et va certainement claquer la porte pour m'enfermer dans l'obscurité du sous-sol. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais bougé aussi vite de toute mon existence. J'ai grimpé les escaliers et j'ai enfoncé ma main dans la porte pour l'empêcher de m'enfermer là-dedans. Puis, très énervé, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, et je lui ai crié de ne plus jamais recommencer. Tout ce qu'il a fait, c'est me sourire et s'éloigner lentement, en ricanant. J'étais très en colère, et je me retenais de lui en mettre une, mais j'ai préféré rester calme, et je l'ai surveillé de près pendant le reste de la nuit. L'heure du coucher arrive, et je mets les enfants au lit à l'étage sans problème. Il y a 3 chambres, celle des parents au bout du long couloir, celle de la petite fille au milieu, et les garçons partageaient une chambre avec le lit superposé au bout du couloir, en haut des escaliers. Tout semblait enfin calme, et j'ai commencé à oublier ce qui s'était passé avant et à regarder la télévision. Mais voilà qu'environ 1 heure après l'avoir couchée, la petite fille s'est remise à crier à travers le babyphone, et ce cri ressemblait à une douleur. Pensant que son frère Teddy l'embêtait, j'ai couru dans l'escalier pour l'arrêter, mais dès que je suis arrivé en haut des marches, je le vois allongé sur son lit face au mur. Lorsque j'arrive dans la chambre de la petite fille, elle est hystérique, elle pointe à nouveau du doigt et pleure. Je suis complètement paniqué, je la berce pour qu'elle se rendorme. Ensuite, je vais voir les garçons, puis je retourne dans le salon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me fais des idées? Je rallume la télé. C'est à ce moment-là que la nuit se transforme en une sorte de cauchemar. Alors que je regarde la télé, je commence à entendre des cris toutes les 2 minutes. Ces cris sont très étranges. On dirait un homme adulte qui hurle de douleur. J'ai d'abord pensé que c'était à l'extérieur, ou peut-être une télévision ou une radio. Alors je l'ai ignoré et j'ai continué à regarder la télévision. Mais rapidement, il est devenu clair que ce n'était pas une blague, que ce n'était pas mon imagination, que ça venait de l'intérieur de la maison. Puis j'ai entendu des bruits de pas. C'est comme si quelqu'un courait à l'étage dans le couloir. Pendant 1 seconde, je n'ai plus peur. Je suis en colère que Teddy soit sorti du lit plus d'1 heure après l'heure du coucher. Je vais au bas de l'escalier, je crie son nom et je lui dis d'aller se coucher. Je n'entends pas de réponse, mais les bruits de pas continuent. Puis j'entends ce que je pense être lui courir dans la chambre de ses parents à l'autre bout du couloir.
Les pieds tapent le couloir, c'est clair comme de l'eau de roche. Je me précipite à l'étage, pensant l'avoir pris sur le fait. Lorsque j'arrive là-haut, le couloir est vide et sombre. Je me retourne et je découvre que Teddy dort dans son lit. Je pouvais voir son frère endormi sur le lit du haut et sa petite sœur endormie sur le moniteur que je tenais dans ma main. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais alors que je redescendais, j'ai entendu quelqu'un remonter du sous-sol. À ce moment-là, j'ai eu des frissons dans le dos. Puis en un instant, j'ai claqué et verrouillé la porte du sous-sol et j'ai composé le numéro de chez moi. C'est mon grand frère qui répond et je lui dis que j'ai peur. Il me met sur haut-parleur et j'explique tout à ma famille. J'avais l'habitude de garder des enfants les week-ends et je n'avais jamais eu d'expérience négative avant ce soir-là. Mon père, qui est un homme très religieux, a prié avec moi et m'a calmé. Mon grand frère m'a dit qu'il venait me rejoindre et rester avec moi jusqu'à ce que les parents rentrent à la maison. Mais la ville où je me trouvais était un peu éloignée, alors il m'a dit qu'il serait là dans 40 minutes. Même après avoir raccroché, je pouvais entendre des pas courir dans la maison. Je ne suis pas croyante, mais je me suis assise sur le canapé, j'ai prié et j'ai pleuré. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'étais terrifiée. Finalement, les parents sont rentrés avant que mon frère n'arrive et ils ont vu que j'avais pleuré. Ils m'ont demandé ce qui n'allait pas et j'ai raconté tout ce qui s'était passé de non surnaturel parce que je ne voulais pas qu'ils me prennent pour une folle ou qu'ils disent aux gens de ne pas m'embaucher. Je n'allais tout simplement pas en parler. J'ai donc juste dit que Teddy était difficile et c'est tout. Alors que je partais, le père m'a dit d'une voix très sérieuse: « Dis-moi, le fantôme t'a dérangé ?» À ce moment-là, je me suis lentement tournée vers lui, ne le croyant pas entièrement. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il m'a répondu: « Oui, je le suis. Nous avons un problème de fantôme depuis un certain temps déjà. As-tu ressenti quelque chose toi-même » Je me suis effondrée et j'ai commencé à pleurer, puis je leur ai fait un compte-rendu honnête de la nuit. Je leur ai parlé des cris que j'avais entendus clairement, des pas et de tout le reste. Comment le bébé pleurait contre le mur, et comment Teddy a essayé de m'enfermer dans la cave. Ils m'ont cru tout de suite. Les parents ont dit qu'ils avaient emménagé dans la maison il y a environ 2 ans, après que le vieil homme qui avait construit la maison soit mort à l'intérieur. Il s'était blessé en tombant dans la cave, et comme personne ne pouvait l'entendre crier, ils ne l'ont pas trouvé à temps. D'après les habitants du quartier, il s'agissait d'un homme méchant et solitaire. Quoi qu'il en soit, quelle terrible façon de mourir. Ils ont dit qu'il se réveillait toutes les nuits avec des objets qui s'envolaient des comptoirs de la cuisine et des portes qui claquaient. Ils entendaient des coups et des martèlements dans les murs. J'étais choquée. J'ai demandé pourquoi ils étaient restés dans la maison s'ils savaient qu'elle était hantée. Ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas déménager pour l'instant en raison de leur emploi et de leur situation financière actuelle. Je dois admettre que même si elle n'est pas immense, c'est une maison magnifiquement construite. Elle était de construction ancienne, avec des étagères de livres encastrées dans les murs et un grand escalier en colimaçon. Le père a raconté qu'il descendait tous les soirs pendant 1 an et disait « Allez-vous-en, c'est notre maison maintenant, vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Il a dit que l'activité avait fini par se calmer. Ils ont ajouté que ça se reproduisait que lorsque quelqu'un de nouveau restait dans la maison ou lorsqu'il y avait une baby-sitter la nuit. Ils m'ont dit que puisque je connaissais la vérité maintenant, ils allaient me payer un supplément pour que je revienne parce qu'ils ne pouvaient jamais garder une baby-sitter très longtemps. Je me suis dit, oui c'est vrai, je ne reviendrai jamais ici. Mais j'ai promis que je resterai en contact et j'ai quitté la maison en courant. J'ai honte de dire que je n'ai plus jamais répondu à leurs appels. Je me sentais mal, mais il était hors de question que je retourne là-bas. Après ça, j'ai continué à faire du babysitting de temps en temps, et je n'ai jamais vécu une telle expérience depuis. Je pense encore parfois à ces enfants, et j'ai l'impression que Teddy était vraiment affecté par l'esprit de la maison. Je n'ai jamais rencontré d'enfant si cruel, si négatif. Penser à son petit sourire me fait encore froid dans le dos. J'espère qu'ils ont pu déplacer ou évacuer l'énergie négative.
Quoi qu'il en soit, c'est une nuit que je n'oublierai jamais. Je vis dans le nord de la Californie, dans une petite ville à l'extérieur de Sacramento. Cet événement s'est produit au cours de l'hiver 2015. Je ne me souviens pas de la date exacte, je me souviens juste qu'il faisait froid à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, j'étais chez un ami qui organisait une petite fête et je l'aidais à la préparer. Ce soir-là, je n'avais pas l'intention de boire et j'ai dit à mes amis de ne pas s'inquiéter, que je les ramènerais chez eux lorsque la fête serait finie. La soirée s'est bien passée et à un moment donné, mes amis ont voulu rentrer. Je tiens à préciser que je n'étais ni fatigué ni en état d'ébriété. Ils sont donc montés dans la voiture avec moi. J'ai démarré et nous sommes partis. À l'époque, j'avais une petite copine. Elle était assise sur le siège passager à l'avant et mes deux amis étaient assis à l'arrière. J'ai décidé de prendre des routes secondaires qui menaient à l'autoroute. Mes amis habitaient une ville plus loin, en haut de la colline. Pendant tout le temps que nous avons passé à rouler, nous n'avons pas vu une seule voiture, ce qui était un peu étrange. D'habitude, il y en a quelques-unes, à cause des gens qui travaillent de nuit, etc. Nous avons atteint un feu rouge qui mène à la rue principale de ma ville, et qui nous mènerait à l'autoroute. Là-bas, il y a un petit aéroport pour les petits avions, et une supérette. À part ça, il n'y a que des arbres et quelques maisons ici et là. Je conduisais sur la route qui est relativement droite et je pouvais donc voir à une assez longue distance devant moi. Après avoir franchi un ralentisseur, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose au milieu de la route, à environ 400 ou 500 mètres de distance. L'objet était de bonne taille et de loin, il ressemblait à une bâche grise ou à un grand sac en plastique posé là. J'ai pensé que quelqu'un l'avait peut-être perdu en le transportant sur une remorque ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, il y avait de la place sur l'accotement pour que je puisse le contourner, donc je n'étais pas trop inquiet. Peu après, j'ai commencé à me rapprocher de l'objet qui se trouvait de mon côté de la voiture. Et à ce moment-là, je roulais à environ 40 km, juste pour être prudent en le dépassant. Notez que ça s'est passé beaucoup plus vite que je ne l'explique. J'étais à environ 4 ou 5 mètres de cette chose, sur le point de la dépasser, et c'est là que l'inexplicable s'est produit. Cette chose que je pensais être un objet inanimé se lève brusquement. D'après ce que j'ai pu voir, elle mesurait environ 2 mètres de haut, ou un peu plus. Puis elle a déployé ses ailes d'une envergure d'au moins 4 mètres, et elle s'est envolée juste au-dessus du capot de ma voiture. Et là, je peux voir cette créature clairement. Sa tête se tourne vers moi alors qu'il s'apprête à sortir de mon champ de vision, et ce que j'ai vu me hante encore aujourd'hui. La créature établit un contact visuel direct avec moi, et son visage semblait humanoïde. Il avait des yeux étranges et un bec bizarre à la place de la bouche, presque comme un hibou ou un papillon de nuit. C'est à ce moment-là que mon cerveau a réalisé ce qui se passait, et mon premier réflexe a été de freiner brusquement. Nous sommes arrêtés, et j'ai regardé par la vitre arrière pour essayer de trouver cette chose. Ma copine et mes deux amis ont commencé à crier et m'ont dit d'y aller franchement et de foncer avec la voiture. Ces derniers se demandaient paniqués ce que c'était. Sans attendre, je me suis tiré de là au plus vite. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce que nous avons rencontré. Je ne sais pas si ça peut être considéré comme un glitch, mais une chose est sûre, c'est que ça n'avait pas sa place ici. J'ai demandé à ma petite amie et à mes deux amis de me décrire la créature, et ils me l'ont décrite exactement comme je l'avais vue. Je peux vous dire qu'après ça, nous n'avons pas bien dormi cette nuit-là. Lorsque j'y repense et que je revois la scène dans ma tête, ça m'effraie encore beaucoup.
et j'aimerais juste avoir des réponses. Je tiens à commencer mon histoire en vous disant d'abord et avant tout que je ne crois pas au surnaturel. Je n'ai jamais été témoin d'un esprit, d'une entité ou d'une force malveillante. Je n'ai jamais rencontré de poltergeist, de démons ou d'anges. Je ne suis pas ici pour affirmer la validité des expériences d'autrui, mais seulement la mienne. Je crois cependant aux choses bonnes et aux choses mauvaises. Est-ce surnaturel? Je ne suis pas là pour le prouver, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mon histoire commence quand j'avais 20 ans. J'étais à l'université et comme la plupart des étudiants, j'étais rebelle et insouciante. J'étais impatiente d'obtenir un emploi à temps partiel. Je voulais avoir mon propre argent de poche. Et venant d'une très petite communauté, avec très peu d'entreprises, je n'avais pas beaucoup de chance. Ma sœur, qui a 7 ans de plus que moi, venait de se marier et avait un bébé, mon neveu. Elle travaillait dans notre hôpital, le seul hôpital de notre ville. Elle était infirmière auxiliaire, son mari travaillait de nuit, et ils avaient donc besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon neveu le week-end. J'ai sauté sur l'occasion car j'aimais mon neveu. Je savais m'en occuper et c'était une joie de passer du temps avec lui. De plus, je n'étais pas très populaire à l'université et j'avais très peu d'amis, donc le fait d'avoir quelque chose à faire pendant les week-ends a quelque peu égayé mon humeur. Ça s'est passé le vendredi 2 février 1990. Ce soir-là, je venais de mettre mon neveu au lit, et je m'étais offert une bière et une cigarette sous le porche arrière de la maison de ma sœur. Oui, je fumais, et j'avais bu une bière. C'était dans les années 90, par pitié. Il n'y avait pas de téléphone portable, d'ordinateur avec des jeux sur Internet, alors quand je dis que c'était calme, c'était très calme. La maison de ma sœur se trouvait sur la route 322, à l'extérieur de Clarksdale, dans le Mississippi. Il n'y avait pas beaucoup de maisons là-bas à l'époque, et aussi très peu de circulation. Je lisais un livre, je ne me rappelle pas lequel c'était, et à la moitié du chapitre que je lisais, on aurait pu entendre une aiguille tomber. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'avais l'impression que même le vent ne soufflait plus, tant l'air était devenu lourd. En tout cas, c'était vraiment bizarre ce soir-là, pas comme d'habitude. Je me suis levée. J'ai ouvert la porte pour sortir, j'ai descendu les marches, et alors que je regardais frénétiquement autour de moi pour essayer de comprendre ce qui se passait, il y a eu un boom. C'était le transformateur situé à côté de la maison qui a explosé. Les 2 lampadaires s'éteignent, et je sens une odeur de caoutchouc et de plastique brûlé. Le bruit était assourdissant. Les étincelles volaient partout et ressemblaient à des feux d'artifice du 4 juillet. Je n'entendais plus le moniteur de la chambre de mon neveu, et j'ai réalisé que l'électricité avait été coupée dans la maison. Je me suis alors précipitée pour m'assurer qu'il dormait encore et qu'il ne paniquait pas dans le noir. Mais heureusement, il était en parfaite sécurité, dormait encore paisiblement et ne se rendait absolument pas compte de ma petite crise de nerfs. Au moment où je quittais sa chambre, j'ai entendu un bruit que je n'arrive toujours pas à expliquer. Un bruit proche de celui d'un enfant qui pleure et d'une femme qui crie. Croyez-moi, je suis une fille de la campagne. J'y ai vécu presque toute ma vie et je sais à quoi ressemble le bruit d'un animal comme une panthère. Je l'ai entendu de nombreuses fois, mais ce bruit n'avait rien à voir. Il ressemblait plus au son d'un chat mourant ou de n'importe quel animal proche de la mort. Des gémissements incohérents. Ce son m'a fait froid dans le dos, me donnant l'impression d'avoir la tête légère et très faible. Je ne m'effraie pas facilement, je me considère comme courageuse et rationnelle. Mais tout ça avait disparu en un instant, me laissant avec des vertiges et des nausées. Le bruit ne venait pas de l'intérieur de la maison, mais de l'extérieur, près du porche, là où j'étais assise. Je le savais parce que j'avais laissé la porte moustiquaire ouverte, et en restant là, immobile, à regarder par la porte,
Je savais qu'il y avait quelque chose dehors, quelque part. Je n'étais pas fan des armes à feu ou des couteaux, alors j'ai pris une batte. Elle ne m'apportait aucun réconfort, sachant que je devais m'approcher le plus possible de cette chose pour la frapper avec un peu de force. J'ai essayé de trouver le courage de franchir cette porte, me disant que je suis une dure à cuire et que je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon neveu et moi-même. Je suis sorti sous le porche et je n'ai rien entendu. J'ai attrapé la lampe de poche accrochée à côté de la porte du porche. Je l'ai allumée et j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai avancé lentement vers la porte extérieure. Je l'ai ouverte et j'ai descendu lentement les marches. À ce moment-là, mon cœur bat très fort et le seul bruit que j'entends est celui de l'air qui sort et entre dans mes poumons. J'ai des vertiges et je commence à transpirer tellement j'ai peur. Je ne sais pas ce qu'il y a dehors, ni si cette chose est dangereuse. Alors j'y vais prudemment, en essayant de me rassurer moi-même, me disant que c'est rien. Derrière la maison de ma sœur, il n'y a que des forêts et des champs vides, car en février, il ne se passe pas grand-chose dans la communauté agricole. Je me dirige vers le bord du champ et je l'entends à nouveau, ce bruit d'animal mourant, un cri puis ce que je ne peux décrire que comme un déchirement de chair, peut-être un déchirement de papier. Je n'ai aucune idée de ce que j'entends. Ce son est bien trop étrange pour que je comprenne ce que c'est. J'oriente la lampe de poche vers le bruit et ce que je vois à ce moment-là me hante encore aujourd'hui. Lorsque j'ai vu ces deux yeux me fixer, j'ai su d'emblée qu'il ne s'agissait pas d'un animal que j'avais déjà vu ou dont j'avais entendu parler. Les yeux des animaux ne brillent pas en rouge lorsqu'on les éclaire. Ils sont orange ou jaune vif. Au moment où je m'apprête à faire un pas en arrière, un souffle de vent me dépasse et je vois des ailes. Je ne peux pas dire de quelle taille exactement elles étaient, mais elles étaient immenses. En tout cas bien trop grandes pour un hibou, une buse ou tout autre type d'oiseau de cette région. Cette chose était sombre et bougeait ses ailes d'avant en arrière. Je suis restée là tremblante, essayant de rationaliser ce que je voyais sans y croire une minute. Mes mains ont commencé à trembler et je me suis sentie sur le point de m'évanouir. À ce moment-là, la créature s'est levée et d'un seul coup s'est envolée dans les airs avant de disparaître de mon champ de vision. Je me demandais ce que je venais de voir, ce qui s'était passé. La lune était claire cette nuit-là, alors je l'ai vue s'élever et disparaître rapidement. Je ne sais pas si vous connaissiez bien la région dans laquelle je vis. Mais cette nuit-là, une famille a été sauvagement assassinée, moins d'une heure après que j'ai vu ce que j'ai vu. Une famille de 4 personnes est rentrée chez elle, a surpris des cambrioleurs et a été ligotée, agressée et brûlée vive. Leur maison a été réduite en cendres et les hommes qui ont commis cet acte odieux se sont enfuis. Dans cette région, le système judiciaire ne rend que rarement une véritable justice. Après cette nuit, j'ai commencé à rechercher des possibilités sur ce dont j'avais été témoin. Et à chaque fois, mes recherches m'ont ramené à nul autre que l'homme papillon. Le folklore qui entoure cette créature est un signe, un présage de choses à venir, une tragédie, quelque chose de si maléfique que vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça pourrait être. C'est la première fois que je partage cette histoire. J'ai essayé de me souvenir des petits détails, et je suis toujours convaincue que ce que j'ai vu cette nuit-là était quelque chose de maléfique, de sombre. Je ne crois pas qu'elle soit apparue pour m'avertir en particulier, mais depuis ma rencontre avec elle, mes recherches ont révélé qu'à travers le monde, bien d'autres que moi ont vu cette créature. Le lendemain matin, lorsque j'ai appris les meurtres, qui soit dit en passant n'étaient pas loin de la maison de ma sœur, j'ai ressenti la même chose. De l'effroi, des nausées et une brûlure dans l'estomac. J'ai dû courir aux toilettes pour vomir, tellement j'étais mal. Je suis sûre que beaucoup me diront que ce que j'ai vu n'était rien de plus qu'un oiseau rare, quelque chose qui peut être expliqué logiquement. Mais à moins que ce soit une hallucination, je sais ce que j'ai vu. Pour moi, ça n'était pas de ce monde. Et très franchement,
Je ne veux jamais le revoir. C'est quelque chose que j'ai vu quand j'avais environ 9 ans, fin 2005, début 2006. Je ne sais plus exactement. Ma mémoire est un peu floue. Nous avons emménagé dans cette maison modulaire, comme une caravane mais sur des fondations en briques, dans une région rurale de Virginie, au cours de l'été 2004. Il y avait ma mère, mon père, ma sœur aînée, son mari et leurs filles, mes nièces et moi. Je restais souvent seule à la maison après l'école et le week-end, parce que tout le monde travaillait et que mes nièces allaient chez la babysitter. Je ne me souviens pas exactement quand cela s'est produit, mais c'était après la mort de mon père en avril 2005. Un jour où j'étais seule à la maison, regardant The Weekenders sur Toon Disney avec mon petit caniche Clyde sur les genoux tout en mangeant des pizzas roulées. Tout à coup, notre énorme, et quand je dis énorme, ce chien n'avait aucune raison d'être aussi grand qu'il l'était, compte tenu des races avec lesquelles il était mélangé. Rudy, un mélange de labrador et de boxeur que nous gardions attachés dans la cour, s'est mis à aboyer. Ce n'était pas son aboiement habituel. Cette fois-ci, c'était plutôt violent et effrayant. J'ai regardé la porte vitrée coulissante qui donne sur la cour et je l'ai vu au bout de sa chaîne en train d'essayer de se libérer et d'atteindre quelque chose dans les bois. À ce moment-là, je ne vois pas vraiment ce qu'il essaye d'attraper, jusqu'à ce que tout à coup, une créature étrange sorte des bois et s'arrête juste à la limite des arbres. Elle mesura environ 1,80 m, marchait à 4 pattes. Son corps ressemblait à celui d'un ours. Sa fourrure était brune, mais son visage était sa caractéristique la plus distincte. Il était d'un blanc immaculé et complètement plat. Il y avait 2 fentes noires à la place des yeux, pas de nez, et sa bouche était ouverte, un vide noir sans langue ni dents que je pouvais voir d'où j'étais. Il a regardé dans ma direction, et je me souviens avoir été submergé par la peur et l'effroi lorsqu'il a posé les yeux sur moi. J'ai commencé à trembler tellement j'étais effrayée. Avant même que je puisse me lever du canapé pour appeler quelqu'un, il a lentement reculé dans les bois. Rudy a aboyé et grogné pendant tout le temps qu'il est resté là, soit environ 2 minutes au total, et pendant environ 10 minutes après qu'il ait disparu. J'ai appelé ma tante et mon oncle qui vivent derrière ma grand-mère, puis ma grand-mère avant que quelqu'un ne réponde. Elle m'a dit de m'approcher, mais comme j'avais trop peur pour sortir, elle est venue me chercher. Quand j'étais enfant, j'appelais cela un fourmilier à face blanche, et ma famille ne me croyait pas capable de voir des choses, même si mon chien l'avait vu aussi et qu'il avait essayé de l'atteindre. Mon oncle m'a dit que c'était probablement un gros opossum, mais je savais très bien à quoi ressemblait un opossum et que ce n'était pas ça. Aujourd'hui, 10 ans après, je vis toujours dans la même maison où ça s'est produit. Je fais des cauchemars où tout ce que je vois, c'est cette chose qui se tient dans mon jardin à la limite des arbres et qui me regarde fixement. Je fais aussi d'autres cauchemars étranges et franchement terrifiants en général, ainsi que des épisodes de paralysie du sommeil. J'en ai eu tout au long de ma vie. J'ai commencé à avoir des épisodes de somnambulisme où je me retrouve à l'extérieur et de la perte de sommeil en raison du sentiment d'être observé. J'ai abandonné ma chambre il y a environ 2 ans pour que mes nièces puissent avoir leur propre chambre séparée. Et j'ai commencé à dormir sur le canapé du salon, juste en face de la porte vitrée coulissante dont je parle au début. J'ai posté un message hier et je l'ai effacé parce que j'étais gênée. Je vais répéter l'histoire avec plus de détails et je cherche des conseils. Je vais commencer par ordre chronologique. Ma femme et moi avons emménagé dans la vieille maison de sa grand-mère il y a 3 ans. Ma femme m'a toujours dit que sa grand-mère lui disait que le placard de la salle de bain de la chambre principale était hanté.
J'ai toujours pensé que ce genre d'histoire était stupide et que la maison était normale, et l'est toujours, je pense. Nous avons maintenant 2 enfants, une fille de 2 ans et un nouveau-né de 3 mois. Avance rapide jusqu'au mois dernier. Mon enfant de 2 ans est très en avance à l'école maternelle pour ce qui est de faire des phrases complètes et tout ce qui est cognitif. Lorsque nous avons eu notre nouveau-né, la petite de 2 ans a voulu retourner dans notre chambre parce qu'elle se sentait exclue. Ce mois-ci, je travaille de nuit et je ne rentre pas à la maison avant 2 heures du matin. Aussi, depuis 2 semaines, ma fille a un comportement très bizarre. Lorsque celle-ci est couchée dans le lit avec ma femme, elle pointe du doigt le plafond en disant « Méchant nuage, va-t'en nuage noir, va-t'en nuage noir ». À ce moment-là, ma femme la prend dans ses bras et la rassure en disant que tout va bien et qu'elle va s'endormir. Seulement, la semaine dernière, les choses ont empiré. Ma fille a dit les mêmes choses, mais s'est bouché les oreilles et a essayé de se cacher en se blottissant contre la poitrine de ma femme, puis elle a commencé à crier aussi fort qu'elle pouvait. Je ne sais pas quoi penser de tout ça, mais bientôt je vais probablement l'emmener chez le médecin pour m'assurer qu'elle n'est pas malade ou qu'elle ne souffre pas d'une carence en vitamines. Je veux que ma femme et mon enfant se sentent bien. Ma femme a parlé à sa grand-mère qui était venue lui rendre visite il y a 3 jours. Et comme je l'ai précisé au début, c'était son ancienne demeure. Ma femme l'a donc interrogée sans la présence de ma fille, lui demandant ce qu'elle pensait du nuage noir qu'elle avait l'habitude de voir dans la chambre. La grand-mère s'est dirigée vers la chambre et a fermé la porte du placard et de la salle de bain. Puis ils sont retournés au salon. Et elle a dit « Désolée, je ne peux pas les laisser écouter ». Puis elle a expliqué à ma femme qu'à l'époque où elle vivait là, elle aussi voyait une forme sombre et effrayante, et qu'elle disait « Va-t'en, je n'ai pas peur de toi », et que la chose partait pendant un certain temps. Personnellement, je me sens ridicule en écrivant ça, car je ne crois pas aux activités paranormales. Mais ce soir, alors que je travaillais, ma femme m'a appelé en pleurs parce qu'elle s'était réveillée avec ma fille de 2 ans qui hurlait. Elle a essayé de l'attraper pour la calmer. Puis ma fille est descendue sous le lit, s'est cognée la tête contre le sol et s'est blessée la lèvre. Je suis rentrée à la maison aussi vite que j'ai pu et la bouche de ma fille saignait légèrement. Elle tremblait et avait l'air effrayée. Après ça, plusieurs événements étranges se sont produits. Des lumières allumées que nous n'utilisons jamais, des horloges qui s'éteignent plus que d'habitude, les balançoires du parc qui se balancent à côté de ma fille sans qu'il y ait de vent. Il y a près de 20 ans maintenant, j'étais seule à la maison avec mon petit frère. Nous étions tous les 2 adolescents et nos parents étaient partis en voyage, rien de bien nouveau. Notre maison était située sur un terrain de 3 acres, dont un quart était boisé. Le côté droit de la maison était adossé à la forêt, ainsi que le coin arrière droit où se trouvait notre terrasse. La terrasse comportait 2 niveaux espacés d'à peine 30 cm et les escaliers menant à l'arrière-cour se trouvaient à 3 mètres de plus. Ce n'était pas la première fois que nous étions seuls à la maison, mais c'était la première fois que nous vivions quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer à ce jour. Un peu après 22 heures, nous nous tenions dans la cuisine en attendant que le dîner soit prêt. Nous parlions tout en regardant des rediffusions de Mythbusters. Ce soir-là, je portais un t-shirt bleu et un jogging gris, et lui un t-shirt vert et un jogging noir. À un moment donné, lorsque notre conversation s'est arrêtée, j'ai regardé la porte vitrée menant à la terrasse, et j'ai réalisé que le reflet de mon petit frère portait une chemise rouge et un jean bleu. 2 choses m'ont immédiatement fait dresser les cheveux sur la tête. Premièrement, mon petit frère ne portait pas ses couleurs à ce moment-là. Et deuxièmement, je n'aurais pas dû voir ses jambes dans son reflet. Lorsque j'ai voulu le regarder, lui et son reflet en même temps, mon petit frère m'a fixé pendant une fraction de seconde avant de poser à nouveau ses yeux sur la personne qui se trouvait sur la terrasse.
Nous pouvions tous les deux le voir clairement car les projecteurs de la maison étaient allumés la nuit en raison d'une série de cambriolages récents à l'époque. La chose sur la terrasse était mon petit frère. C'était lui physiquement, cela ne fait aucun doute. Mais ce n'était tout simplement pas possible. Et celle-ci est restée debout pendant environ 1 seconde, nous souriant calmement, avant de se retourner et de passer à travers la balustrade du 2e niveau, directement de la terrasse dans les bois. Il n'a pas sauté la balustrade, ne s'est pas penché, il n'a pas fait volte-face. Il a traversé la balustrade et a disparu comme s'il était tombé sur le sol, hors de vue. Nous n'avons pas appelé les flics, nous n'avons rien dit à mes parents, nous avons attendu, nous avons dîné, nous avons gardé les chiens et l'arme de papa avec nous le reste de la nuit. En y repensant des années plus tard, nous n'en avons reparlé que récemment et mon frère m'a dit « Ça m'a terrifié ce qui s'est passé ce soir-là. Je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais on aurait dit un autre moi. » J'ai encore des frissons quand je pense à cette histoire. Aujourd'hui, mon frère est marié, a sa propre maison et un enfant. Moi, je vis à l'autre bout du pays. La seule chose que je me demande encore, c'est si j'aurais dû aller vérifier. Non, quoi qu'il en soit, j'étais beaucoup trop effrayé à ce moment-là, et je suis heureux de ne pas l'avoir fait. Lorsqu'il s'agit de choses surnaturelles comme les fantômes, les esprits, les sorcières, la magie ou les possessions démoniaques, je me considère comme agnostique, donc je n'y crois pas nécessairement, mais je n'exclus pas non plus la possibilité qu'elles se produisent. Cette expérience m'est arrivée il y a environ 3 ans, alors que j'étais encore au lycée. Je m'étais levé pour préparer mon petit déjeuner avant de m'habiller et de partir pour l'école. Pour mieux comprendre, l'agencement de la maison est assez simple. La cuisine a une vue dégagée sur le couloir qui mène à ma chambre à droite au fond, mais elle a aussi une vue sur le bureau de mon père où il travaille sur le côté gauche du couloir avec ma chambre juste à 1,5 mètre de là. J'avais fini de préparer le petit déjeuner et j'avais l'intention de le prendre dans ma chambre. Alors que je contournais le coin du réfrigérateur avec une vue complète sur le bureau, la porte était ouverte et j'ai vu cette ombre ronde et noire qui ressemblait vraiment à une tête regardant derrière la porte sans aucun signe distinctif ou autre, juste une ombre. Bien sûr, j'étais effrayé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester figé sur place. J'ai cligné des yeux et l'ombre a disparu, comme dans un film d'horreur. Toujours sceptique, je me suis déplacé dans l'espoir de recréer l'effet selon lequel il ne s'agissait peut-être que de l'ombre d'un objet, mais sans succès. J'ai alors décidé d'enquêter par moi-même, puisque je devais de toute façon passer la porte pour me rendre dans ma chambre. En entrant dans le bureau, j'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait un objet qui aurait pu avoir le même profil que celui que j'avais vu dans la cuisine, au cas où mon père y aurait mis quelque chose que je ne connaissais pas, mais comme avant, il n'y avait rien. J'ai décidé de considérer qu'il s'agissait d'une illusion d'optique bizarre et je suis allé prendre mon petit déjeuner. Dans ma chambre, je mangeais en essayant d'oublier cette expérience, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais observé. J'avais ouvert ma porte et je regardais constamment pour voir si quelqu'un était devant, mais bien sûr, il n'y avait personne. J'ai décidé de fermer celle-ci, mais ça n'a rien changé à mon sentiment d'être observé. Ce que je vais dire ensuite, je le jure, c'est arrivé. On a frappé fort de l'autre côté de la porte. J'ai immédiatement ouvert sans perdre de temps, en espérant que c'était ma mère qui se trouvait de l'autre côté. Mais il n'y avait personne, et la porte de mes parents était toujours fermée, ce qui signifiait qu'ils dormaient encore. J'en avais assez. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, et je ne me sentais plus à l'aise dans ma chambre. Je me suis immédiatement préparé pour aller à l'école, même s'il était bien trop tôt pour y aller. Je ne supportais pas ce sentiment d'être observé. Il se passait quelque chose que je ne comprenais pas, et je n'aimais pas ça, alors je suis parti. Depuis, quand je suis seule, j'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe, mais je ne vois personne. Je déteste ça,
Alors j'essaie de rester dans des endroits éclairés ou de garder la télévision allumée pour étouffer le silence et l'obscurité.